Vous écoutez On lit pour vous. Un autre bâtiment historique sera détruit à Mascouche. Un texte de Perlina Rossi-Brown paru le 5 juillet 2026 dans la presse. Des experts et des amoureux du patrimoine déplorent la démolition d'une autre maison historique datant du 18e siècle sur le domaine seigneurial de Mascouche. Le moulin du site sera restauré, mais la maison du meunier adjacente sera, elle, détruite, comme l'a été le manoir seigneurial en 2020. Cette démolition est prévue pour 2027, idéalement, tout comme l'inauguration de 25 km de sentiers dans la forêt située au nord de la rivière de Mascouche, rapporte Gabriel Michaud, directeur de cabinet du maire de la ville. Ces plans s'inscrivent dans le développement du parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche, un projet évalué à 20 millions, annoncé début juin 2026. Guy Bessette, vice-président de l'Association des moulins du Québec, déplore la future démolition du bâtiment patrimonial. C'est très rare d'avoir une maison de meunier rattachée à un moulin à eau, explique-t-il. Pendant l'ère seigneuriale, la coutume voulait que le meunier et sa famille habitent dans le moulin même. Ce n'est qu'à la toute fin de ce régime, au 19e siècle, que les meuniers ont commencé à construire des maisons séparées des moulins, car ils en étaient plus couramment propriétaires. Un site fantôme. Derrière un grillage de sécurité, juste à côté de la montagne de débris de l'ancien manoir seigneurial, le moulin et la maison du meunier se dressent encore côte à côte en bordure de la rivière Mascouche. Leurs toitures sont trouées, leurs façades sont ponctuées de graffitis. Les herbes sont hautes, témoins de l'abandon des lieux. « Ne pas entrer », avertit un panneau rouge accroché à la maison du meunier. Les planches de bois bouchant les entrées sont récentes, indique une ingénieure de la ville travaillant sur les lieux qui ne veut pas être nommée puisqu'elle n'est pas autorisée à parler aux médias. On doit les remettre en place souvent parce que les gens font des incursions à l'intérieur. On a dû installer des caméras et une alarme en mars dernier, confie-t-elle. Ça dure depuis des années. Pourtant, c'est vraiment dangereux. Ça fait 20 ans qu'on regarde ça se détruire, dénonce François-René Despatie-Lécuyer. L'ancien comédien pour la Société d'histoire de Mascouche ne visite que rarement le domaine seigneurial ces temps-ci. C'est tellement triste. C'est comme un fantôme. La ville avait inspecté les bâtiments en nous disant qu'elle allait les sauver. Puis là, on se fait dire qu'ils vont en sacrer un autre à terre. C'est inadmissible. Comme bon nombre de Mascouchois, M. Despatie-Lécuyer est allé à l'école secondaire au manoir seigneurial de Mascouche, soit le bâtiment principal du site, qui a été démoli en 2020 à la demande du service de prévention des incendies pour des raisons de sécurité. Cette décision avait valu un lot de critiques au maire Guillaume Tremblay à l'époque. Le manoir, construit à la fin du 18e siècle, a été fréquenté par des milliers d'élèves de 1958 à 2000. Il a servi d'établissement d'enseignement, d'abord comme juvénat, puis comme école secondaire. La ville est propriétaire de la portion du domaine où se trouvent les bâtiments patrimoniaux depuis 2015. Elle gère également 211 hectares de forêt sur le site depuis leur acquisition par la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, en 2019. En 2020, la ville prévoyait rebâtir le manoir, mais aussi restaurer la maison du meunier en plus du moulin, dans le cadre d'un projet récréo-touristique évalué à 49 millions. Un projet 100% municipal. Après des années à tenter en vain d'obtenir du financement de Québec, Mascouche a réduit l'ampleur de son projet, qu'elle devra payer au complet. Elle ne bénéficiera que d'une aide d'1 million de dollars du programme de la trame verte et bleue du Grand Montréal. Il y a de beaux vestiges, mais on n'a pas d'aide du provincial.
Leurs programmes en restauration patrimoniale ne sont plus ce qu'ils ont déjà été, et c'est ce qu'on déplore aujourd'hui, affirme Gabriel Michaud. La perte de la maison du Meunier est extrêmement crève-cœur pour François Tétrault, directeur adjoint de la Société de développement et d'animation de Mascouche, SODAM. Ce n'est pas juste une structure qu'on perd. C'est un témoin de notre histoire qui est irremplaçable, souligne-t-il, lui qui a déjà été coordonnateur de la Société d'histoire de Mascouche. En 2019, la Ville a cité le domaine à valeur patrimoniale, une mesure de protection accessible aux municipalités pour qu'il puisse être conservé et mis en valeur. Un an plus tard, la SODAM a demandé qu'il soit classé monument historique par le ministère de la Culture, qui a refusé. Les structures de bois du moulin et de la maison du meunier sont dans un piteux état, mais les moellons, les pierres du moulin, peuvent être sauvés contrairement à ceux de la maison, selon les experts engagés par la Ville. Un chalet d'accueil pour les visiteurs sera aménagé dans le moulin restauré et dans un nouveau bâtiment qui sera construit à la place de la maison du meunier. Tout sera fait pour bien intégrer la nouvelle construction au moulin, assure Gabriel Michaud. On ne va pas arriver avec un bâtiment moderne. On va garder le même type de matériaux qui étaient utilisés, précise-t-il, citant par exemple les toits de tôle d'époque. Le projet de parc récréo-touristique représente tout de même une occasion importante de reconnecter les citoyens à une partie fondatrice de l'histoire de Mascouche, estime François Tétrault. On va continuer à militer pour la sauvegarde de ces bâtiments-là. Un moulin, c'est souvent le premier bâtiment qui est construit lorsqu'on vient s'établir dans une seigneurie. Ça nous permet de moudre notre grain pour faire notre pain, de scier notre bois pour faire des constructions. Je pense que les gens connaissent peu la valeur historique de ces bâtiments, conclut-il. C'était un autre bâtiment historique qui sera détruit à Mascouche, un texte de Perlina Rossi-Brown, paru le 5 juillet 2026 dans La Presse. Le roman épistolaire, un texte de Catherine Gilles paru le 20 mai 2026 dans BANQ. Bien avant l'invention du téléphone et la révolution numérique, la correspondance par l'entremise de lettres était le moyen privilégié pour donner des nouvelles à nos proches et en recevoir. Ce moyen de communication a inspiré bon nombre d'écrivains et a fait naître un genre littéraire. Caractéristique du roman épistolaire. Croisement entre la lettre et le roman épistolaire acquiert une certaine popularité au XVIIIe siècle. Le lectorat a accès à une correspondance fictive entre deux personnages. On découvre donc la perspective de deux personnages ou plus. De plus, la communication et l'action dans le roman épistolaire sont différées. On raconte un événement qui s'est déjà produit ou qui est sur le point de se produire. Les délais contribuent à l'intrigue. L'aspect psychologique du récit est toutefois renforcé puisque les personnages se livrent sur les émotions et les sentiments que les événements provoquent en eux. Les classiques du roman épistolaire, XVIIIe et XIXe siècle. À une certaine époque, les récits épistolaires sont nombreux. Parmi les œuvres plus célèbres, on note Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, Dracula de Bram Stoker, Frankenstein ou Le Prométhée moderne de Mary Shelley ou encore Lady Susan de Jane Austen. L'un des premiers romans épistolaires de la littérature québécoise est Angéline de Montbrun de Laure Conant. Paru aux environs de 1882, ce livre est également reconnu comme étant un des premiers ouvrages québécois rédigés par une femme, en plus d'être le premier roman psychologique publié au Canada français. L'ouvrage se présente sous la forme d'une série de lettres échangées entre Angéline de Montbrun, son père, Charles de Montbrun, son prétendant,
Maurice d'Arville, la sœur de celui-ci, Mina, et une religieuse nommée Emma S. Les diverses correspondances sont autant de signaux d'alarme qui attirent notre attention sur les tourments qui rongent la protagoniste, aveuglée par son affection indéfectible envers le patriarche. Le roman épistolaire contemporain, XXe et XXIe siècle. Ce procédé narratif continue à être utilisé dans plusieurs romans d'ici et d'ailleurs. Le roman Les Lettres chinoises, publié par Ying Chen en 1993, en est un bon exemple. Il présente les lettres que s'échangent Yuan, sa fiancée, Sasa, et leur ami Dali. Si Yuan et Dali décident de déménager à Montréal, Sasa s'oppose à un tel exil et choisit de demeurer en Chine. On assiste à la croissance de la distance physique et émotionnelle entre les deux amoureux au fil du temps. De 2009 à 2012, l'autrice Marie Laberge a mené un projet inédit et audacieux, rédiger des lettres qui étaient envoyées à tous les Québécois qui le souhaitaient. Tous les 15 jours, ceux-ci recevaient une nouvelle lettre signée par une certaine Martha qui racontait son quotidien. Pas moins de 100 000 lecteurs ont participé au projet. En 2025, Marie Laberge a publié un livre qui réunit toutes les lettres et qui forme par le fait même un roman épistolaire, Des nouvelles de Martha. L'autrice française Catherine Pancol a également eu recours à ce procédé narratif pour son ouvrage Un homme à distance. Contrairement à ce qui se passe dans le roman Les Lettres chinoises, alors que les deux protagonistes amoureux voient leur lien affectif s'amenuiser au fil de leur correspondance, on assiste ici plutôt à la naissance d'une romance. Une libraire hantée par une rupture et un mystérieux client écrivain échangent sur leur goût littéraire par la voie de missives sans connaître leur identité mutuelle. Les livres sur lesquels ils s'expriment sont le reflet de leur propre vie et de leurs sentiments. Rédigé par Marianne Schaeffer et Annie Barrows, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates a connu un succès retentissant et a eu droit à une deuxième vie au cinéma. Il a également inspiré la création de plusieurs clubs de lecture partout dans le monde. Le roman, dont l'histoire est campée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, repose sur la correspondance qu'entretient une jeune autrice londonienne avec les membres d'un cercle de lecture résidant sur l'île de Guernesey. Il s'agit d'un émouvant hommage à la lecture, puissant moyen d'évasion aux vertus salvatrices en temps de guerre. Si l'ouvrage précédent illustre des amitiés qui se créent par l'entremise de missives, inconnues à cette adresse, de Catherine Cressman Taylor, montre au contraire l'éloignement progressif entre deux amis au fil du temps. L'action se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Martin, un Allemand, entretient une correspondance avec Max, un Juif américain d'origine allemande. Le premier, de plus en plus sous l'emprise du nazisme, en vient à renier son amitié de longue date avec Max et à commettre l'irréparable. La vengeance de Max sera sans appel. Tout au long du récit, des lettres retournées au destinataire avec la mention « inconnu à cette adresse » laissent présager le pire. Le roman épistolaire aujourd'hui. Moins répandu que d'autres genres, le roman épistolaire a tout de même traversé les époques. De nouvelles technologies étant apparues, ce sont parfois des courriels ou des textos qui animent le roman plutôt que des lettres manuscrites, dans Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatower et Camarades de classe de Didier Deninck, par exemple. Mais le principe demeure le même, deux personnages qui communiquent par la voie de l'écrit. Le roman épistolaire est à la fois unique et intemporel. Il ne tient qu'à nous de découvrir les talentueux disciples de cette forme littéraire. C'était le roman épistolaire, un texte de Catherine Gilles, paru le 20 mai 2026 dans BANQ. Figure de proue de l'IA au Québec. Un texte de Maxime Bilodeau paru le 8 mai 2026 dans la revue Québec Science. Audrey Durand s'intéresse à un type d'intelligence artificielle qui apprend à partir de données collectées par la machine même.
Pour apprendre à une intelligence artificielle, IA, à devenir redoutable aux échecs, rien de plus simple. Il suffit de lui présenter un très très grand nombre de parties jouées par un champion du noble jeu, comme le Norvégien Magnus Carlsen, par exemple. La machine apprend alors à imiter les coups réalisés par le meilleur joueur de tous les temps, sans toutefois réellement les surpasser en qualité. Pour cela, elle devra plutôt se baser sur des données non étalonnées qui, à grand renfort d'essais et d'erreurs, lui permettront de trouver des stratégies novatrices la rendant réellement imbattable sur l'échiquier. Cette méthode dite d'apprentissage interactif, où la machine apprend de nouveaux comportements de manière autonome à la suite d'échanges avec son environnement, constitue la spécialité d'Audrey Durand, professeure au département d'informatique et de génie logiciel de l'Université Laval. Pour que cette approche non supervisée fonctionne, il faut s'assurer que l'information se propage de manière efficace dans le modèle, ce qui est problématique à l'heure actuelle, explique celle qui a reçu en juin 2025 un prix AI in Research pour la qualité de ses recherches fondamentales et appliquées dans le domaine de l'IA. Mieux distribuer les ressources. L'intérêt pour l'apprentissage interactif date de bien avant l'avènement de l'informatique moderne. Un des premiers algorithmes dans cette branche aurait même été développé dès les années 1920, soit il y a environ un siècle, dans le cadre de réflexions éthiques entourant les essais cliniques. Pendant ces études, le médecin se retrouve en effet face à un dilemme. Explorer des traitements peu testés afin d'estimer leur efficacité ou privilégier le traitement qui paraît le plus efficace jusque-là. Pour trancher, il gagne alors à se tourner vers des stratégies aléatoires issues de l'univers des casinos. L'algorithme dit de Bandy fait d'ailleurs référence aux machines à sous. Devant plusieurs machines, le joueur ou la joueuse explore et apprend quelles sont celles qui rapportent le plus. Le développement fulgurant de la puissance de calcul par ordinateur a depuis ouvert la possibilité d'aborder des problèmes beaucoup plus complexes, c'est-à-dire qui comprennent de longues séquences de décisions à prendre en fonction des résultats obtenus en chemin. Dans ses travaux, Audrey Durand applique ainsi diverses méthodes d'apprentissage interactif à des problèmes réels dans le domaine scientifique, avec une insistance sur la santé. Par exemple, sa thèse portait sur l'optimisation de paramètres de microscopes à grande résolution pour l'acquisition efficace d'images utilisables en neurosciences. Si mes préoccupations sont d'abord de nature théorique, j'essaie tout de même de consacrer une partie de mes activités au transfert technologique, indique celle qui est associée à MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. En vérité, c'est souvent dans des problèmes issus de cas pratiques réels qu'elle trouve matière à réflexion et analyse. La pandémie de COVID-19, marquée par une quête effrénée d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, en est un exemple. Au sein du consortium Pandemic Stop AI, je co-dirige l'axe consacré à la découverte de nouvelles molécules médicamenteuses grâce à des méthodes d'IA inédites, souligne-t-elle. Une véritable pionnière. Audrey Durand a beau occuper une place de choix au sein de l'écosystème de l'IA du Québec, elle ne demeure pas moins critique de ce que certains qualifient de révolution technologique. On commence à peine à voir les impacts qui découlent des mauvais usages de l'IA, affirme-t-elle. Même si mes propres travaux n'ont rien à voir avec les grands modèles de langage, comme ChatGPT, je suis bien consciente de contribuer par la bande à encenser l'IA. Chose certaine, l'époque où la recherche sur le sujet progressait sans que les scientifiques se soucient des conséquences de leurs découvertes semble bel et bien révolue. Cette grande lucidité mérite d'autant plus d'être saluée qu'elle est le fait d'une des rares femmes étudiant l'IA. Pour Christian Gagné, le professeur au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval, qui a supervisé Audrey Durand à la maîtrise et au doctorat,
le succès connu par son ancienne protégée met en échec le stéréotype misogyne selon lequel les femmes sont moins bonnes en informatique et en mathématiques. Audrey représente un exemple inspirant de pionnière dans un domaine très masculin, fait-il valoir. Son intérêt pour le bien commun est réel. Elle n'est pas juste là pour son curriculum vitae. C'était « Figure de proue de l'IA au Québec », un texte de Maxime Bilodeau paru le 8 mai 2026 dans la revue Québec Science. Un projet pilote pour faciliter l'hébergement avec Pitou. Un texte de Maïté Paradis paru le 15 juillet 2026 dans la presse. Alors que le tourisme canin est de plus en plus en vogue, des acteurs provinciaux de l'industrie touristique veulent assouplir la réglementation pour permettre aux propriétaires de chiens de voyager plus facilement avec leurs compagnons dans les hôtels. Or, le projet tarde à se concrétiser. Si c'est trop compliqué, les gens vont voyager ailleurs, déplore Diane Anger, fondatrice de Tourisme Québec. De nombreuses personnes ont adopté un animal de compagnie dans les dernières années pour briser l'isolement de la pandémie et du télétravail. Conséquemment, le nombre de propriétaires qui veulent voyager avec leurs compagnons a aussi augmenté. Or, au Québec, seuls les chiens d'assistance sont autorisés à l'intérieur des restaurants en vertu des normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAQ. Depuis un an, les chiens sont autorisés sur les terrasses de restaurants, mais les propriétaires séjournant à l'hôtel ne peuvent souvent pas laisser leur animal seul dans la chambre pendant le repas s'il se déroule à l'intérieur, puisque plusieurs hôteliers l'interdisent. Pour accommoder cette nouvelle clientèle, l'Association Hôtellerie Québec, AHQ, a soumis le printemps dernier au MAPAQ un projet pilote visant à autoriser les chiens dans les restaurants de quelques hôtels. Le projet implique actuellement 5 membres, dont l'Estrimont, M. Jean et Fermante le Reine-Élisabeth. On veut que ça se fasse de façon balisée, prudente. On comprend qu'il peut y avoir un niveau de risque plus élevé dans un restaurant intérieur que sur une terrasse extérieure, a indiqué en entrevue à la presse Véronique Tremblay, présidente et directrice générale de l'AHQ. Le projet déposé montre quelles tables dans les restaurants seraient autorisées à recevoir des chiens. Elles devraient être à une certaine distance des autres tables et de l'endroit où la nourriture est préparée. Dans quelques hôtels, il serait possible d'aménager une section séparée pour accueillir les clients canins, comme c'est déjà le cas sur certaines terrasses. Aucun établissement ne sera obligé d'accueillir des chiens ni tous les chiens. Un volet collectif établira des balises claires pour l'ensemble, mais chaque établissement pourra aussi imposer ses règles particulières. 10% de la clientèle à l'Estrimont. Par exemple, M. Jean, à Québec, dispose d'un restaurant de 60 places assises. 2 chiens à la fois au maximum pourront y être accueillis selon Jonathan Hollat, directeur général de l'hôtel, et les clients pourront réserver leur plage horaire. À Montréal, le Fermante, le Reine-Élisabeth, quant à lui, n'a pas encore déterminé de nombre maximal, mais ce sera moins de 5, confirme son directeur général, David Connor. À l'Estrimont, un hébergement touristique de la région de Magog, les chiens et les chats sont accueillis gratuitement sans égard au poids ou à la race de l'animal, contrairement à bien des hôtels. Les animaux sont acceptés dans les espaces communs, par exemple autour de la piscine, et les chiens ont aussi accès à un parc privé. Les propriétaires d'animaux représentent maintenant 10% de la clientèle de l'hôtel, selon Céline Denray, directrice générale de l'Estrimont. C'est une nouvelle tendance, dit-elle. Les gens ont moins d'enfants, mais ils adoptent des animaux de compagnie. C'est devenu un marché et on préfère qu'ils viennent à l'hôtel plutôt que dans un chalet ou un Airbnb.
Le MAPAC n'a pas encore autorisé l'initiative de l'AHQ. Les échanges se poursuivront au début de l'automne afin de discuter de la mise en place du projet pilote dans une approche permettant de bien gérer les risques sanitaires, indique Johan Dallaire-Boilly, relationniste du MAPAC. Or, le temps presse, lance la fondatrice de Tourisme Québec, Diane Anger. On veut que les gens dépensent ici, donc on veut leur faciliter la vie, dit Madame Anger. Elle craint que les touristes propriétaires n'écourtent leur voyage ou se tournent vers des destinations où les chiens sont culturellement plus acceptés, comme le reste du Canada, les États-Unis ou l'Europe. Pas facile de voyager avec un chien, car il n'est pas toujours facile de voyager avec un compagnon à quatre pattes au Québec. La préparation prend 2 fois plus de temps que pour quelqu'un qui voyage sans animal, témoigne Julie Pirlot, une vacancière assidue qui voyage toujours avec son samoyède et son chien suédois de Laponie. La représentante en épargne collective a pris l'habitude de scruter attentivement les politiques canines des hébergements touristiques. Je vérifie si l'hôtel accepte les chiens, quelle est sa politique envers les chiens dans la chambre. S'il n'y a pas de service aux chambres, est-ce qu'il y a des restaurants autour qui ont une terrasse? Est-ce que Uber Eats fonctionne? Énumère-t-elle. Quand on est touriste, on ne veut pas rester avec notre chien dans notre chambre d'hôtel, on veut sortir et en profiter avec lui, dit Madame Pirlot. Ce n'est pas facile, on n'est pas les bienvenus partout, acquiesce Josée Bélanger, une entraîneuse canine, elle-même propriétaire de 2 chiens d'assistance. Celle qui habite dans la région de Charlevoix a vécu et a voyagé à maints endroits en Europe et au Canada. Elle déplore une culture de peur des chiens au Québec qu'elle n'a pas retrouvée ailleurs. À force de mettre des restrictions sur les chiens, les maîtres ne les ont pas socialisés adéquatement, constate Madame Bélanger. On se retrouve donc avec des chiens non socialisés, réactifs et agressifs, ce qui ne donne pas particulièrement envie aux commerçants de leur ouvrir leurs portes, admet l'entraîneuse canine. Paradoxalement, la situation que Josée Bélanger préconise est de sortir davantage les chiens, de les exposer à toutes sortes de situations, de personnes et d'animaux. Je voudrais qu'on fasse plus confiance aux maîtres et aux chiens en leur donnant plus de liberté, renchérit Julie Pirlot. C'était un projet pilote pour faciliter l'hébergement avec Pitou, un texte de Maïté Paradis paru le 15 juillet 2026 dans la presse.